Chers amis, merci d'être restés avec nous pour cette seconde partie où nous parlons avec l'éminent professeur, le Cheikh Hassan Ekyoussen, de son parcours, son cheminement et la da'wa singulièrement en France. Alors, Cheikh Hassan, juste avant la pause, justement, nous parlions de ce concept ces derniers temps qui pose problème lorsqu'on parle d'islam français, l'islam en France, l'islam de France. J'ose même dire peut-être que l'écrasante majorité des musulmans de France n'acceptent pas ces termes. Très bien. Un peu d'histoire pour comprendre l'origine de toutes ces terminologies qui n'est en fait que l'expression de l'évolution de la communauté musulmane. L'islam était porté dans un premier temps par la génération de nos parents, la première génération. Donc des gens qui viennent de pays musulmans, qui ne sont pas venus pour prêcher l'islam en Europe, mais qui sont venus pour des raisons purement économiques. Et avec le temps, ces personnes ont décidé de rapatrier leur famille, donc le regroupement familial pour nous en France. Les enfants grandissent et ils ont senti le besoin, voire même le devoir, d'éduquer leur enfant dans la religion et la culture de leur pays d'origine. Et nos parents nous ont transmis un islam mélangé avec la culture. Celui qui veut nier ce fait, cette réalité, que l'islam est souvent le fruit d'une culture, puisque on sait tous qu'en islam, il y a des fondamentaux, que ce soit dans les croyances, la aqaïd, que ce soit dans les piliers, que ce soit dans la morale ou tous les domaines de la charia, il y a l'influence de la culture. Et nos parents nous ont transmis un islam culturel, ce qui est logique et normal. Mais en ce qui nous concerne, nous, la deuxième et la troisième... Islam culturel qui veut dire, entre guillemets, islam du bled, ou venu du Proche-Orient, encore du Maghreb. Tout à fait, tout à fait. Donc nous qui sommes nés, qui avons été scolarisés en France, on a hérité de cet islam qui, à un moment donné, dans certains domaines, était plus un fardeau qu'autre chose. Car nous avons un esprit cartésien, et puis nous devons vivre notre religion dans une société laïque. On a dû, à un moment donné, faire un choix, qui est le suivant. Alors, on a des extrêmes. Hein. Nous avons des musulmans qui se sont assimilés, qui ont renié, rejeté leur identité religieuse, parce que ils pensaient, ils croyaient que la culture et la religion, c'était la même chose, et parce que dans la culture, il y a des choses qui ne sont pas censées, qui ne sont pas adaptées, donc ils ont fait un package, culture, religion, et on l'a mis de côté pour pouvoir s'intégrer. Un autre extrême qui, eux, ont hérité donc de cette religion mélangée avec la culture et qui n'ont pas voulu faire ce tri et qui ont décidé de rester en marge de la société. Et puis, au milieu, des gens qui ont su faire la part des choses. Il y a des fondamentaux en islam qui sont immuables, qui resteront de tout temps, et le musulman vit dans son milieu, dans son époque, à la lumière justement de sa culture. Puisque nos parents sont de culture arabo-musulmane, il est tout à fait logique que nous soyons, nous, de culture franco-musulmane, puisque nous sommes français. Donc, fin des années 80, on a commencé à parler de l'islam de France. Et qu'est-ce qu'on a entendu par l'islam de France? C'est que désormais, l'idée d'un retour n'est plus à l'ordre du jour. De retour au pays. De retour au pays de nos parents accompagnés des enfants. Nous, on ne peut pas parler de retour puisqu'on n'est jamais venu. D'ailleurs, nous sommes nés en France. Mais nos parents nous ont éduqués dans le mythe du retour. Fin des années 80, on a compris qu'on n'allait pas partir puisque tout simplement on était chez nous. On a fait l'effort de nous intégrer religieusement, c'est-à-dire assimiler le fait qu'on peut très bien être musulman et français, qu'on peut très bien pratiquer notre religion dans notre cadre laïque qui nous donne une liberté de marge qui est assez large. Avec le temps, fin des années 90, on est passé à une autre étape. C'est plus l'islam en France, maintenant c'est l'islam de France. Qu'est-ce qu'on entend par l'islam de France? C'est nous allons revendiquer des droits fondamentaux dans notre société. C'est-à-dire, pour m'intégrer dans tous les domaines, je n'ai plus à faire de concessions fondamentales.
Parce qu'on nous avait parlé, et on nous avait dit que la France était assimilationniste et qu'il fallait qu'on se fasse violence et qu'on renie notre identité religieuse. Non, la laïcité n'est pas contraire à la liberté et à la pratique de la religion. Nous sommes en France, nous sommes français et nous sommes musulmans et fiers de l'être. 10 ans plus tard, on est passé à une étape, oui, on ne parle plus d'islam en France ni d'islam de France, mais d'un islam français. Comme il existe un islam africain, comme il existe un islam maghrébin. Qu'est-ce qu'on entend par un islam africain? Ben, c'est un islam entaché de la culture africaine. De même, il y a aujourd'hui un islam européen. Pour la simple et unique raison, c'est que ben, nous vivons dans un milieu, dans un contexte géographique, économique et culturel particulier. Ainsi, ce n'est pas antinomique que de dire nous sommes français et musulmans. Bien au contraire, l'islam est une religion universelle, capable de s'épanouir là où elle est, à condition qu'elle soit pensée et réfléchie par des gens du terroir, du cru. C'est-à-dire, l'ijtihad doit être fait par des gens compétents à la fois dans les sciences religieuses et dans les sciences profanes. Cela veut dire faire un effort de réflexion à partir des textes mêmes, là où les textes ne se sont pas prononcés. Tout à fait, pour pouvoir adapter ce qui est adaptable dans notre contexte. Très bien, on va y venir, mais à votre avis, moi je vous le disais tout à l'heure, ces termes ou encore ces petites phrases ne sont pas acceptés du grand public. À votre avis, 2 choses. Ou ils ne sont pas compris, quand vous avez pu clairement les expliquer, ou peut-être qu'ils sont utilisés ces derniers temps dans les médias français par des gens que vous qualifiez, vous et d'autres, par des pseudo-imams ou des pseudo-musulmans de France, qui ne cessent d'utiliser ces phrases « nous voulons un islam de France »,« nous voulons un islam français ». Donc à votre avis, c'est plus l'un ou c'est plus l'autre? On ne va pas s'éterniser sur la terminologie. Je pense qu'il faut aller dans le fond et le concept. Tout musulman lettré, savant, qui a un minimum de connaissances dans sa religion et qui connaît le contexte français, ne peut qu'adhérer à cette terminologie dans le fond et la forme. L'islam a une capacité extraordinaire d'adaptation au milieu, à l'époque et aux cultures. C'est nier la réalité historique et la réalité contemporaine que de dire qu'il n'y a pas, il ne peut y avoir d'islam français ou de France. Puisqu'il y a un islam africain, il y a un islam asiatique, il y a un islam arabe, un islam non arabe. La preuve, les Arabes ont épousé à la fois la religion et la culture arabe, et ils vivent en harmonie dans leur milieu, leur religion. Nous ne sommes pas arabophones. Donc il va de soi que nous allons vivre notre religion dans notre milieu, dans notre culture française. Et il est évident que la culture française, ce n'est pas la culture arabe. Donc qu'est-ce qui m'interdit à moi d'être à la fois musulman et français de culture? Et bien entendu, je prends de ma culture française qui n'est pas en contradiction avec ma religion, au nom de quoi je ne pourrais pas revendiquer cette identité culturelle et spirituelle, culturelle française et spirituelle musulmane, alors que l'arabe revendique sa spiritualité musulmane et son identité culturelle. Sauf qu'aujourd'hui, excusez-moi quand même, si vous allez dans une mosquée, dans une association, vous allez dans la rue, dans un quartier, vous prenez une brochette de personnes dites musulmanes et vous leur demandez vous êtes quoi? Je pense qu'il y en a très peu ou pas qui vous diront je suis français. Vont tous vous dire je suis malien, je suis algérien, je suis égyptien, je suis marocain. Très peu, même lorsque vous allez vous leur dire, alors qu'ils n'ont des fois que 12, 15 ans, 18 ans, 20 ans, vous êtes français mais vous avez des origines tunisiennes ou algériennes ou marocaines, on vous dira ah non, 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 pas du tout, moi je suis malien, tunisien, marocain, je ne suis pas du tout français. Très bien. On va, à mon avis, être plus juste si l'on dit que la majorité des musulmans sont français de fait. Même si certains font un déni d'identité française, culturelle, la majorité le sont.
C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, nous sommes à la troisième, à la quatrième génération. Donc la majorité de la population musulmane française est intégrée de fait, ne serait-ce que parce qu'ils parlent et comprennent le français et qu'ils ont oublié ou qu'ils ne maîtrisent pas la langue. Et la langue est fondamentale dans la dimension psychologique et culturelle de l'individu. Secondo, oui, je l'entends, je le sais, puisque je suis sur le terrain dans les mosquées, qu'il y a aujourd'hui, malheureusement, et je dis bien malheureusement parce que j'ai presque envie de dire c'est catastrophique, un pan de notre jeunesse qui commence à se rebeller et à se révolter contre justement leur société, leur culture française. Alors c'est dû à quoi? C'est dû parfois à une mauvaise compréhension de la religion. On croit qu'on ne peut pas être français et musulman en même temps. Comme nos parents le disaient avant, mais au nom de la culture. Aujourd'hui, certains qui ont une approche assez rigoriste de l'islam et qui veulent l'enfermer dans le moule culturel arabe, prétendent et avancent l'hypothèse que pour être un bon musulman, il faut être un bon arabe. Donc un bon arabe, c'est ne pas être français. Donc il y a ça. Et deuxièmement, moi je dis c'est plutôt la pression aujourd'hui médiatique qui a un impact psychologique terrible sur notre jeunesse musulmane. Il y a une islamophobie ambiante que personne ne peut nier, qui pousse les jeunes musulmans à réagir sous la passion et la pression, en croyant que parce qu'il y a des islamophobes, les islamophobes qui ont malheureusement les moyens pour faire entendre leur voix, parce qu'il y a des islamophobes, ben, ils tombent dans l'amalgame. Donc la France est islamophobe. Ben, puisque la France ne veut pas de moi en tant que musulman, ben, je ne veux pas de la France. En fait, on dirait que c'est l'enfant qui est battu par ses parents, qui aime ses parents, qui a du mal à renier ses parents, mais parce que ses parents le rejettent, ben, il fait un déni d'identité culturelle. Et ça, il faut vraiment que la communauté musulmane travaille pour apaiser les esprits et les cœurs. Très bien. Pour terminer justement ce constat de 30 ans de da'wah en France, à votre avis, la communauté musulmane, il y a 30 ans jusqu'à aujourd'hui, avec tout ce que vous avez pu voir et analyser, est-elle plus en évolution, en progression? Est-elle plutôt en train de stagner ou est-elle plutôt en train de régresser aujourd'hui? C'est pas qu'elle régresse ou qu'elle stagne, c'est qu'elle évolue, j'ai même envie de dire à vitesse grand V. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui est fait depuis 30 ans. Comme certains l'appellent, l'islamisation de la jeunesse d'origine, de culture arabo-musulmane ou africaine ou turque. Non, il y a, Dieu merci, et grâce à l'effort de nos parents et de gens qualifiés, un retour vers la pratique de la religion, que ce soit dans le domaine cultuel ou dans le domaine relationnel, de notre jeunesse. Et on l'a remarqué depuis la fin des années 90. Et c'est très prometteur. Le nombre de mosquées en même pas l'espace de 20 ans a doublé. Moi, je me souviens, dans la fin des années 70, pour trouver un livre en français sur l'islam, ben, il fallait faire des kilomètres. Et puis, ils étaient rares. Aujourd'hui, vous allez au centre nerveux de la librairie islamique à Paris, c'est ça, à Ménilmontant. Vous verrez que dans les librairies, la majorité des livres sont en français. Et vous avez du choix. C'est des milliers de titres qu'on a aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande. D'ailleurs, il suffit d'assister au grand rassemblement des musulmans de France annuel, le rassemblement qui a lieu au Bourget, pour voir ces dizaines de milliers, on parle de plus de 150 000 personnes, qui sont à 90% des jeunes moins de 40 ans. Mais bien entendu que l'islam évolue, et c'est tout à fait prometteur
puisque nous pensons qu'un bon musulman ne peut être qu'un bon citoyen. Certains voient ça d'un mauvais œil en disant que c'est un refus d'intégration. En fait, non, c'est l'intégration par excellence, une intégration qui tient compte de toutes les dimensions de l'être humain, à la fois sa dimension spirituelle, culturelle, politique et intellectuelle. Très bien, justement, en quelques mots, comment pourriez-vous nous définir justement la prédication, la da'wa? C'est quoi? C'est parler d'islam, de Coran, de sunna, c'est quoi? La prédication, c'est d'abord être musulman et fier de l'être, pas avoir de complexe, de revendiquer son identité et de l'assumer spirituel. Dieu dit dans le Coran وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Le prédicateur assume son identité, il est un modèle et un exemple, et ensuite il échange et il partage avec les autres. Il partage avec ses frères musulmans sa compréhension et sa pratique de la religion en les aidant à mieux la comprendre, à mieux la pratiquer, en leur donnant les outils et les moyens. Et il partage et il échange avec les non-musulmans pour qu'ils découvrent la beauté de cette religion afin qu'ils cohabitent en paix, en harmonie avec les musulmans. Et justement, quels sont ces outils, ces moyens dont vous parlez, ces outils dont nous devons justement mettre à la portée de chacun afin qu'il puisse comprendre globalement l'islam et de manière efficace et vivante et efficiente? Alors, les outils sont nombreux. Les principaux, à mon avis, sont le suivant: une bonne compréhension de la religion, donc une compréhension du juste milieu, éclairée, rationnelle, qui tient compte des textes et du contexte. C'est fondamental, car les extrêmes ne peuvent pas permettre l'épanouissement de l'individu, encore moins à une religion de s'intégrer et de perdurer dans le temps dans une société. Secondo, l'intégration économique et politique des musulmans, car on ne peut pas, dans une société, s'épanouir spirituellement si on est à la marge de la société. Le musulman doit vivre dans sa société et être un acteur, et non pas un consommateur, spectateur. Très bien, d'ailleurs vous avez parlé justement de l'engagement des musulmans, l'engagement citoyen et participatif des musulmans. C'est ce que nous allons voir justement juste après une courte pause. Chers amis, restez avec nous, nous revenons tout de suite. Merci.